Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième MTES de confinement où nos thésards du Vortex viennent présenter leurs travaux de thèse. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur d'accueillir Paulo Sama. Comment ça va? Ça va, et toi? Très bien, très bien. Comme d'habitude, maintenant je vais lire un peu ton petit résumé et puis je vais te laisser la parole. On parle de plus en plus d'organes de synthèse, d'impression d'organes, etc. Cependant, pour pouvoir affirmer que ce type de technologie est mature, il est important d'avoir une connaissance solide de l'organe que l'on cherche à répliquer. On doit comprendre comment l'organe fonctionne, mais aussi comment il est organisé, c'est-à-dire comment les cellules sont agencées les unes par rapport aux autres, et si ce dernier point est relativement bien décrit pour certains cas, comme le cœur et les reins, pour le cas du foie, c'est beaucoup moins clair. En effet, le foie n'est pas juste une éponge chaotique qui filtre le sang. L'organe est finement organisé tant à l'échelle de l'organe que du tissu que de ses cellules. Et si des progrès récents nous permettent de comprendre de mieux en mieux sa structure, la description de la formation de l'organe au cours du développement est encore largement méconnue. Ton projet vise à comprendre comment les structures du foie sont mises en place au cours du développement. Au cours de ce MTES, on va discuter des aspects éthiques de l'expérimentation animale et pourquoi on travaille sur ces derniers, de l'évolution du foie et enfin de son développement ainsi que de ton apport dans ce contexte. Je te laisse la parole. Merci. Ok, donc bienvenue à tous et merci d'être là. Comme Tofu a déjà commencé à en parler, je vais vous présenter mes travaux dans le cadre de la recherche sur le développement du foie chez la souris. Et je vais plus particulièrement m'intéresser à l'émergence de ce qu'on appelle la polarité hépatique et à la formation du réseau de canalicules biliaires. Alors comme vous le savez peut-être déjà, le foie est l'organe qui est principal responsable de la sécrétion de bile. C'est-à-dire que au sein de l'organe, on va avoir tout un réseau de canaux qui vont produire cette bile qui va ensuite être acheminée jusqu'au tube digestif pour pouvoir digérer digérer le gras dans l'alimentation. Du coup, l'image que vous voyez ici dans cette slide d'introduction, c'est un petit peu le résumé de mes travaux. Ici, on voit justement ce réseau de canalicules biliaires, et en fait, c'est une image un petit peu retouchée pour combiner toutes les différentes étapes du développement, et à droite, c'est le réseau déjà formé. Alors, pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai travaillé là-dessus, je voudrais d'abord commencer par parler d'expérimentation animale, parce que j'ai travaillé sur le modèle animal de la souris, et je pense que c'est vraiment important de discuter de ces questions-là. C'est une réflexion constante pour les chercheurs de savoir comment raisonnablement travailler et toujours prendre soin des aspects éthiques en question. Ensuite, une fois que je vous aurai amené vers le pourquoi je veux travailler sur la souris, j'aimerais aussi vous donner un point de vue évolutif sur l'organe en question. En particulier, quand on étudie le développement, c'est toujours intéressant de se tourner vers l'évolution parce que ça nous donne aussi un peu de recul et quelques indications sur comment ça peut se passer chez les organismes supérieurs. Ensuite, je vais discuter de la fonction de l'organe chez l'homme et de son lien avec la structure de l'organe. Et enfin, je vais rentrer dans le vif du sujet et vous parler de qu'est-ce qu'on appelle la polarité hépatique et de comment est-ce qu'elle se forme et comment est-ce que ça impacte la formation du réseau de canalicules biliaires. Alors tout d'abord, l'expérimentation animale, c'est beaucoup réfléchi et très encadré, et surtout c'est soumis à un lot sans cesse renouvelé de recommandations européennes pour essayer d'aller toujours plus loin, d'essayer de respecter les animaux le plus possible. Si ce sujet vous intéresse, je vais vous partager dans le chat le lien pour la dernière directive en date, qui date de 2010. Elle a fixé certains cadres en particulier vis-à-vis de l'utilisation de CRISPR, parce que c'était une technologie qui venait d'émerger, et donc c'était une mise à jour un petit peu. C'est un document très long qui va dans énormément de détails, donc si ça vous intéresse, je vous invite à y jeter un coup d'œil. En tout cas,
ce qui se passe d'une manière générale, c'est que quand on a un projet de recherche et qu'on réalise qu'on a besoin de passer par un modèle animal pour répondre à notre question, en fait, on va formuler notre projet dans l'ensemble, aller détailler conceptuellement toutes les expériences qu'on va vouloir faire, déterminer le nombre d'animaux dont on va avoir besoin tout au long de ce projet de recherche. Ensuite, donc là je vous donne le cas de la procédure en Allemagne, mais je pense que ça doit être assez similaire en France parce qu'encore une fois c'est une retranscription de recommandations européennes. Donc on va soumettre ce projet de recherche à un représentant légal qui va venir représenter les instituts à l'échelle régionale. Et on va déjà commencer une première étape d'échange où on va nous dire si selon eux c'est acceptable ou pas, et ça va permettre d'homogénéiser les demandes à l'échelle régionale. Ensuite, ce représentant légal va soumettre cette requête pour faire des expériences à un conseil lui aussi régional. Et c'est important de voir la composition de ce conseil. Donc, il y a un tiers du conseil qui est composé de chercheurs qui vont être là pour clarifier certains points s'il y a besoin d'explications. Il y a un tiers du conseil qui est composé d'activistes, donc par là j'entends des personnes qui sont engagées pour la cause animale et qui veulent faire respecter le droit des animaux. Ils sont là pour justement défendre et s'assurer que tout est correct. Et un tiers de médiateurs qui sont plutôt des personnes avec un background politique qui ont beaucoup l'habitude de faire de la médiation dans ce genre de débat. Et en général, c'est pratiquement jamais accepté directement, donc il y a une deuxième étape où ça revient entre les mains du chercheur, et comme ça, ça peut faire plusieurs cycles, 2, 3 ou 4, jusqu'à ce qu'on aboutisse à un projet qui est accepté par tout le monde et qui est considéré comme acceptable sur le plan éthique. Donc, je voulais aussi illustrer les recommandations européennes dont il est question via une règle fondamentale qu'on doit toujours suivre quand on pense nos expérimentations. C'est la règle des 3 R. Le premier, ça vise à réduire le nombre d'animaux qu'on implique dans nos expériences. On va, comme je vous l'ai dit au début, chercher à anticiper les effets qu'on veut observer, et par là même définir le nombre d'animaux. Et ça va nous permettre de ne pas avoir à, entre guillemets, attendre d'avoir les résultats pour savoir combien on a d'animaux, parce que ça pourrait entraîner l'utilisation de plus d'animaux que nécessaire. Donc, c'est tout un travail en amont pour essayer de minimiser le nombre d'animaux. Ensuite, on va vouloir chercher à raffiner chaque étape du protocole expérimental pour pouvoir toujours avec cette idée de prendre en compte la souffrance qui peut malheureusement être causée à l'animal, et on va toujours chercher à la minimiser, à la réduire, à éviter à proposer les conditions expérimentales optimales pour minimiser la souffrance animale. Et enfin, le troisième R, c'est assez intéressant, c'est viser à rechercher, on va toujours chercher à remplacer les animaux. C'est-à-dire que non seulement dans l'expérience qui a lieu, on va vouloir chercher s'il n'y a pas d'autres alternatives avant de passer sur un modèle animal, mais en plus, on doit toujours essayer de tourner nos expériences de manière à pouvoir apporter des connaissances qui vont faire qu'à l'avenir, on aura moins besoin des animaux. Ça peut passer par s'assurer qu'on caractérise totalement le système quand on étudie le vivant, afin d'avoir une bonne référence pour le développement de systèmes in vitro futurs, ou tout un tas d'autres choses dans cette veine. Et donc, dans le cadre de mon projet, comme j'ai commencé à vous l'expliquer, j'ai regardé le développement du foie, comment est-ce qu'il se passe chez l'animal. Et donc, dans le cadre de mon projet, ça va pouvoir, dans le futur, permettre de dire si un modèle d'organe de synthèse ou un autre colle vraiment à la réalité. C'est pour ça que c'est important de vraiment rentrer dans les détails de la caractérisation d'un coup,
Comme ça, on a toutes les informations qu'il nous faut, et ensuite on peut développer des systèmes in vitro et les comparer à cette caractérisation in vivo. Le deuxième pendant que je voulais aborder, c'est donc pourquoi la souris. Donc pour ça, ça va m'amener à discuter un petit peu des différents foies au sein du monde animal, et je voudrais vous apporter aussi une petite perspective évolutive, parce que quand on s'intéresse au développement, c'est toujours important de jeter un coup d'œil à la phylogénie qu'il y a derrière. Vous avez probablement déjà entendu cette citation qui est vraiment célèbre de Ernst Haeckel, qui nous dit que selon lui, l'ontogénie récapitule la phylogénie. Donc c'est beaucoup de gros mots dans une toute petite phrase, mais en gros ça veut dire que selon cette théorie, le développement récapitule l'évolution. Et c'est souvent illustré par cette planche que je vous ai mise sur la gauche, qui est une reprise des dessins de Haeckel par Georges Romanes en 1892. Vous voyez en colonne les différents organismes et en ligne différents stades de développement. Et vous voyez que tout en haut, au tout début du développement, au final, les humains et les poissons se ressemblent très fortement. À partir de la deuxième ligne, on voit que le poisson et la salamandre commencent à prendre un chemin évolutif différent, tandis que tous les autres sont encore relativement proches. Et enfin, à la dernière ligne, chacun a pris son chemin évolutif qui lui est propre. En réalité, Haeckel défendait que l'évolution s'arrêtait pour certains organismes et continuait pour d'autres, ce qui s'est avéré faux. Mais aujourd'hui, on raisonne plus en termes de chemin évolutif, comme je viens de le faire, et c'est plus cet aspect-là qu'on utilise de nos jours. Mais ça reste toujours très intéressant de regarder à partir de quel point les chemins évolutifs divergent, et donc c'est ce qu'on va faire ensemble pour le foie. Alors quand on veut faire ça, il faut toujours essayer de chercher l'exemple le plus extrême au début, et dans ce cas-là, on va regarder la drosophile. Donc la drosophile est un invertébré, et là je vous ai donné l'exemple de la larve, donc je vous ai mis un petit schéma de larve sur la droite, et je vous ai représenté 3 organes différents: le corps gras, les œnocytes qui sont présents chez tous les insectes, et le tube digestif de la larve. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les fonctions du foie sont distribuées parmi ces 3 organes. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut retrouver d'une manière générale, c'est-à-dire qu'il semble que le regroupement des fonctions du foie au sein d'un seul organe distinct ne soit présent que chez les organismes qui ont un système vasculaire clos. En effet, la larve de drosophile n'a pas de système vasculaire clos, elle a une hémolymphe qui est brassée par un tube cardiaque. Et je vais rentrer plus dans les détails un peu plus tard de pourquoi ça a autant de sens, mais je voudrais déjà amener la notion à ce point-là que le foie, structurellement, est déjà vraiment dépendant de la présence d'un système vasculaire. Le deuxième organisme dont je voudrais vous parler, c'est le lancelet. Donc c'est une espèce de petit ver qui vit au fond des mers et qui s'enterre à moitié dans le sol, comme ça, avec sa bouche qui ressort et qui attrape un petit peu ce qui passe pour se nourrir. Et donc, je vous ai bien un schéma de son système vasculaire juste en dessous de cette petite photo. Et je vous ai indiqué avec le 9 et la flèche la partie du système vasculaire qui correspond au foie. En fait, vous voyez cette espèce de petit réseau vraiment fin de capillaires, c'est là que se trouve une espèce de prolongation du tube digestif. Donc il faut vraiment voir ça comme un appendice qui dépasse. Et ce groupe de cellules concentre déjà toutes les fonctions hépatiques. Mais à ce stade-là, on ne peut pas encore parler de foie parce que c'est vraiment une région du tube digestif. Par contre, on peut voir qu'il a déjà son propre réseau sanguin, entre guillemets. Et
c'est vraiment seulement à partir des vertébrés, donc là je vais prendre l'exemple du poisson, qu'on trouve le foie en tant qu'organe à part. J'avais commencé à m'intéresser aux poissons au début de mon projet, sauf que malheureusement je me suis rendu compte très rapidement que ce n'était pas un organisme modèle adapté pour les questions que je voulais poser. Je voulais illustrer rapidement avec cette petite image en bas à droite. Donc la plupart des images que je vais vous montrer seront sous ce format-là, à savoir ce sont des images de microscopie. Et donc il y a plusieurs canaux de couleurs différentes qui montrent plusieurs structures différentes. Ici on voit le noyau des cellules en gris, le canalicule, donc le petit tube qui produit la bile, en jaune, et en cyan j'ai marqué le bord des cellules. Et en fait, le détail qui a son importance ici, et qui fait que je ne peux malheureusement pas utiliser le ZebraFish pour mes expériences, c'est ces petits prolongements bleus que vous pouvez voir décorer le canalicule, un petit peu comme des boules de Noël le long d'une guirlande. Ce sont des structures qui ne sont totalement absentes chez la souris et chez l'homme. Et en fait, on pense que c'est probablement parce que le foie en tant qu'organe est apparu à peu près au moment où le poisson et la souris / l'homme ont commencé à diverger. Et donc, sa structure est vraiment différente chez le poisson parce qu'il a pris un chemin évolutif différent. Et je trouve que c'est une belle illustration parce que, typiquement, ici on a des structures en plus et d'autres qui ne sont pas présentes. Donc ça reflète vraiment le fait que chez le poisson, c'est pas qu'il est moins évolué, c'est juste qu'il a pris un chemin évolutif différent. Et donc, ce qui m'amène au sujet dont je voudrais parler aujourd'hui, donc le foie chez l'homme et chez la souris. Alors, comme je vous ai dit, le foie est vraiment intrinsèquement lié au système vasculaire. Et donc, il y a beaucoup de flèches sur ce diagramme, mais je voudrais juste concentrer votre attention sur la ligne qui comprend le foie et vous faire noter la particularité qui est très importante de ce dernier. C'est le seul organe qui se trouve alimenté par une veine, sachant que par définition, une veine, normalement, c'est la partie du système vasculaire qui quitte un organe. Tandis que les artères, c'est la partie du système vasculaire qui va le rejoindre. Et vous voyez que là, dans le cas du foie, il se trouve juste après le tube digestif d'un point de vue de la circulation sanguine. Et ça a des conséquences qui sont cruciales pour sa fonction, parce que ça va lui permettre d'assurer cette espèce de fonction de filtre qu'on comprend bien, à savoir que si malheureusement notre tube digestif absorbe des particules nocives ou quelque chose qui pourrait être toxique pour le reste de l'organisme, et quand je dis toxique, ce n'est pas que des vilains produits chimiques, hein, ça peut très bien être aussi ne serait-ce que du sucre, car c'est aussi le foie qui va maintenir les niveaux de sucre extrêmement constants pour éviter que ça ne cause de dégâts dans d'autres tissus. Donc toute cette fonction de régulateur, d'effecteur sur le métabolisme est concentrée par le foie, et elle est possible en particulier parce qu'il se trouve juste après le tube digestif d'un point de vue de la circulation. C'est-à-dire que tout ce qui est absorbé par le tube digestif va transiter par le foie avant de rejoindre la circulation générale. Et ça a des implications vachement intéressantes sur le point de vue du développement. Donc c'est quelque chose que je vais pas détailler un peu plus tard, mais il a été montré de manière assez élégante que pour que le foie se développe, déjà pendant le développement, le foie se forme à partir de la différenciation des cellules du tube digestif. Un petit peu comme ça va passer par une étape qui est assez proche de ce qu'on a vu chez le lancelet. Et cette étape-là de différenciation et de sortie du tube digestif, elle requiert la présence de cellules qui vont plus tard former des vaisseaux sanguins.
et ce, indépendamment de leur fonction de vaisseau sanguin. C'est juste que pour que le foie se forme en tant qu'organe à part, on a besoin de la présence de ces cellules qui vont plus tard devenir des vaisseaux sanguins. C'est pour vous dire à quel point l'existence de l'organe en tant que tel est vraiment intriquée avec la présence de vaisseaux sanguins. Comme c'est souligné brièvement, s'il reçoit de l'oxygène, il le reçoit par une artère qui rejoint en parallèle l'organe, en parallèle du réseau veineux. Et donc ça, c'est ce que je vais illustrer là tout de suite dans cette slide. Ce que je vous ai représenté sur ce schéma, c'est l'unité fonctionnelle du foie. C'est-à-dire que toutes les fonctions du foie sont présentes entre ces deux vaisseaux. Alors, c'est un petit peu dur de se figurer comment est-ce que ça s'est agencé dans l'organe en entier. Et en réalité, ça, c'est encore un sujet de recherche qui est en cours dans le laboratoire. Et je vais y revenir un peu plus tard. Mais tout d'abord, je voudrais vous expliquer comment fonctionne cette unité fonctionnelle. Donc, sur la droite, vous avez 3 tubes. Donc, un tube vert, un tube bleu et un tube rouge. Le tube rouge, c'est le sang artériel qui contient l'oxygène. Le tube bleu, on l'appelle la veine portale, c'est le sang qui provient du tube digestif. Et le tube vert, c'est le duct biliaire. C'est un tube collecteur qui va récupérer la bile sécrétée par les hépatocytes pour la diriger vers d'abord le pancréas, puis ensuite le tube digestif. C'est intéressant de noter que le sang circule en partant du sens portal jusqu'à la veine centrale qui se trouve à gauche, tandis que la bile fait le chemin inverse. Elle coule de la veine centrale vers la région portale par le réseau de canalicules biliaires qui est formé par les hépatocytes. Donc, comme je vous disais, ça c'est une vision vraiment schématique. Et je voudrais juste illustrer en vous montrant quelques images de microscopie. Donc là, c'est assez confus, je suis désolé, parce qu'on voit tout un volume d'une 50aine de microns de profondeur. Et donc vous avez en violet les vaisseaux sanguins, en vert les canalicules biliaires, et vous pouvez voir l'espèce de structure que vous avez à gauche. Il s'agit de la veine centrale. Et la lacune de l'image qui se trouve à droite, c'est en réalité la veine portale. Et donc là, les plus observateurs d'entre vous auront déjà remarqué que ces deux veines sont, en réalité, dans l'image de microscopie, elles sont perpendiculaires. Donc on commence déjà à voir clairement que ce modèle expliqué dans le schéma est très utile pour la compréhension de la distribution des fonctions. Et il se retrouve dans une certaine mesure dans le tissu. En revanche, il est parfaitement insuffisant à expliquer la manière dont ces unités fonctionnelles sont agencées entre elles pour pouvoir former l'organe à plus grosse échelle. Et donc, comme je le disais brièvement, la manière dont la forme réelle de ces unités fonctionnelles ainsi que la manière dont elles sont agencées entre elles, c'est un sujet de recherche très actif et il y a des gens dans mon labo qui se concentrent là-dessus. Et donc ça, c'est étudié chez l'adulte. Donc c'est pour vous dire à quel point on comprend peu l'organe. On manque encore des connaissances fondamentales sur ne serait-ce que la manière dont les unités fonctionnelles sont organisées dans l'espace. Ça, on ne le connaît pas réellement. En revanche, ce qu'on commence à comprendre de plus en plus, c'est la polarité des cellules. Alors qu'est-ce que j'appelle polarité ? Eh bien, c'est une propriété qu'ont de nombreuses cellules au sein de l'organisme, qui est une forme d'asymétrie. Donc c'est un peu c'est de la symétrie selon un biologiste, hein, je m'excuse tout de suite pour les puristes. En réalité, ça veut dire que les fonctions, que
toute la surface de la cellule ne va pas être totalement homogène. La polarité cellulaire est présente en particulier sur les cellules épithéliales. Les cellules épithéliales, par définition, ce sont des cellules qui vont former une barrière entre deux compartiments, alors que ce soit l'intérieur du corps et son extérieur, ou alors deux compartiments à l'intérieur du corps, et ils vont vraiment avoir cette fonction de barrière. Un exemple typique, ça va être la peau. Un autre exemple, ça va être les cellules du tube digestif, qui vont séparer ce qu'on peut considérer comme l'extérieur, donc l'intérieur la lumière du tube digestif, et le milieu intérieur, donc la partie du corps. Et donc, dans la plupart des cas de polarité cellulaire, on va pouvoir définir une surface apicale, donc c'est représenté sur le schéma à droite, et une surface basale. La surface apicale va avoir tendance à faire face à l'extérieur, tandis que la surface basale va plutôt avoir tendance à être en contact avec soit des vaisseaux sanguins, soit une membrane basale, et donc l'intérieur du corps. Mais le message important, c'est que dans la plupart des cas, cette polarité cellulaire, elle va être constituée par deux surfaces distinctes. Et donc, on peut définir un vecteur qui traverse ces deux surfaces. C'est pour ça que, par opposition, quand on tente de faire ça avec des hépatocytes, donc pour les hépatocytes, la surface apicale va être celle qui fait face au canalicule biliaire, tandis que la surface basale va être celle qui fait face au vaisseau sanguin. Donc quand on tente de poser un vecteur entre ces deux surfaces pour un hépatocyte donné, on n'en est pas capable. Et ça, je vous l'illustre ici. Donc sur la gauche, vous avez... donc ça, c'est les travaux qui ont été publiés par quelques-uns de mes collègues l'an dernier. Et donc vous avez à gauche une image tirée de la microscopie. Donc ce qu'on fait, c'est que on prend des images comme je vous en ai déjà montré. Ensuite, on va aller extraire les informations, à savoir la forme de la cellule, la partie de la surface cellulaire qui fait face à un canalicule, et la partie de la surface cellulaire qui fait face au vaisseau sanguin. Et donc, ça va nous représenter la membrane apicale qui est montrée en verte, et la membrane basale qui est montrée en magenta. Et vous voyez que là, tout de suite, quand on arrive sur le cas réel de l'hépatocyte, tracer une ligne qui va du basal à l'apical, c'est pas possible. Donc en réalité, ce qu'ils ont fait, c'est ce qui est illustré sur le panneau de droite. Faut regarder ce panneau en colonne, encore une fois, avec trois cas, avec 4 cas. Les 3 premiers sont des cas théoriques, et le 4e, c'est un exemple appliqué sur un hépatocyte. La première colonne vous montre la polarité simple, donc celle que je viens de décrire précédemment. La deuxième colonne montre un cas extrême de la polarité des hépatocytes, à savoir, on va avoir 2 surfaces apicales aux antipodes de la cellule. La troisième colonne vous montre un deuxième cas extrême de la polarité des hépatocytes, à savoir que la surface apicale va former une ceinture tout autour de la cellule. Et ce qu'on voit sur la dernière ligne, c'est que dans le cas réel, la polarité des hépatocytes peut être récapitulée par une combinaison de ces deux composantes. De cette composante bipolaire, donc les deux pôles, et de cette composante en anneau, donc cette ceinture apicale. Ces deux composantes, mes collègues ont utilisé des outils mathématiques pour pouvoir les capturer, et ils ont été capables de s'apercevoir qu'en utilisant cette manière de caractériser la polarité des hépatocytes, on peut retrouver un ordre qui initialement, tandis que quand on regarde naïvement les images de microscopie, on regarde un hépatocyte individuellement ou 2-3 hépatocytes individuellement, ils n'ont pas l'air alignés le long de cet axe fonctionnel.
Cependant, en utilisant ces outils-là, on peut revoir émerger cet alignement le long de l'axe fonctionnel. Ça les a confirmés dans l'idée que c'était une bonne manière de caractériser le système, puisqu'on est capable de, en utilisant ces outils, de récapituler, de à nouveau comprendre, l'organisation à l'échelle du tissu en ne regardant que les cellules individuellement. Et donc, partant de là, on peut aussi ils ont continué à étudier la structure chez l'adulte, et c'est un peu à partir d'ici qu'on peut commencer à sentir comment j'ai abordé mon projet. À savoir que ici, on utilise ces deux composantes pour, entre guillemets, disséquer la polarité des hépatocytes. Eh bien, quand j'ai posé la question de comment est-ce que cette polarité des hépatocytes est formée, j'ai réfléchi en ces termes et je me suis demandé, au final, laquelle de ces deux propriétés apparaissait en premier. Et on peut se demander, du coup, en reprenant cette même image, est-ce que d'abord la cellule, l'hépatocyte en devenir, va former deux patchs de surface apicale qui vont ensuite se rejoindre? Ou alors est-ce qu'au contraire, on va partir avec un seul patch qui va s'allonger et ensuite être remodelé afin d'acquérir sa forme définitive? Et donc, pour ce faire, je suis remonté relativement tôt dans le développement et j'ai regardé les cellules individuelles. Je m'excuse d'avance, je ne vais pas pouvoir vous montrer de quantification parce que ces travaux ne sont pas encore publiés et je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, mais par contre j'ai quand même quelques illustrations pour vous qui vont me permettre de vous expliquer la réponse que j'ai donnée. En particulier, ce que j'ai pu observer dans les stades relativement tôt du développement, c'est ce qu'on voit ici. Vous avez sur la gauche un point de vue un peu plus large du foie au cours du développement. Vous pouvez voir que c'est beaucoup plus chaotique que ce qu'on a observé chez l'adulte, et c'est en particulier dû au fait qu'il y ait la présence de tout le système érythropoïétique dans l'organe à ce stade-là. C'est-à-dire que pendant le développement, le foie assure la synthèse des globules rouges ainsi que d'une partie des cellules immunitaires. Et au milieu de ça, les hépatocytes doivent se trouver les uns les autres pour pouvoir commencer à former ce type de réseau de canalicules. Et donc, je voudrais porter votre attention sur cette petite région encadrée, avec le contour des cellules qui est montré en cyan au-dessus et la surface apicale juste en dessous. Et vous pouvez voir que sur ces deux cellules-là, qui sont aussi montrées à droite en 3 dimensions et reconstruites, ces deux cellules-là possèdent chacune 2 surfaces apicales, donc une en commun. Et donc c'est déjà une première indication qui va nous encourager à penser que, en effet, d'abord, les cellules vont former de multiples surfaces apicales et qu'ensuite elles vont se rejoindre. La partie un peu critique que je ne peux malheureusement pas vous montrer, c'est que, en collaboration avec une autre thésarde de mon labo qui travaille beaucoup plus sur le développement d'un modèle in vitro pour récapituler ça, on est en train d'observer le remodelage de ces surfaces apicales et la manière dont elles se connectent. Avec de l'imagerie sur des cellules, ce qui nous permet d'imager ça en live et de voir le processus au complet. Par contre, donc là, je vous ai montré la manière dont on pense que la polarité des hépatocytes est acquise au cours du développement. Par contre, ça n'explique pas comment est formé le réseau. Est-ce que, au final, comment est-ce que ça se connecte? Est-ce que ça part d'un point de l'organe qui s'étend et qui, entre guillemets, donne naissance à tout le réseau? Ou alors, est-ce que c'est un peu partout dans l'organe que les petits débuts de canalicules vont se connecter et générer un réseau complet? Alors c'est une question qui a déjà été posée, mais en revanche,
J'ai très peu insisté sur les limitations techniques et qu'est-ce qui nous a vraiment, enfin, qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'adresser ces questions de nos jours et qu'on ne l'était pas avant. Mais juste pour illustrer un petit peu ce qui était fait encore récemment, donc en 2016, on a commencé à poser la question de la formation de ce réseau de canalicule, sauf qu'on n'était pas capable d'accéder à suffisamment de volume de tissu pour pouvoir dire si les fragments qu'on observe sont connectés ou pas. Et du coup, ce que les chercheurs ont fait dans cette étude, c'est qu'ils ont regardé en aval le tube collecteur de la bile, là, le duct biliaire. Ils ont marqué tous ces ducts biliaires à travers tout l'organe, c'est ce que vous voyez dans la première image. Et ils ont regardé en détail le diamètre de ces tubes biliaires et ils ont montré qu'il y avait une transition assez brutale, un peu tard dans le développement. Et ils en ont conclu que ça devait probablement être le réseau de canalicules qui s'est connecté tout d'un coup et qui provoque la distorsion du réseau de ducts biliaires. Sauf que grâce au progrès technique dont je mentionnais maintenant, on peut observer le tissu sur suffisamment de profondeur pour pouvoir avoir une bonne idée de si le réseau est formé ou pas. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc là, je vous montre 4 points temporels du développement. Encore une fois, je m'excuse, je ne peux pas vous montrer les quantifications. Ce que vous voyez, donc la boîte, c'est l'image en entier. Tous les fragments gris que vous pouvez voir, ce sont des petits morceaux de canalicule isolés. Et le fragment qui est montré en jaune, en réalité c'est le plus gros morceau de canalicule qui peut être observé au sein de cette image précisément. Et donc, grâce à ces observations, j'ai pu quantifier la croissance du réseau de canalicule. J'ai pu observer qu'elle est continue et que à partir d'un certain point dans le développement, on voit que il y a de moins en moins de nouvelles pièces de canalicule qui se forment, et qu'au contraire, ça tend à réduire, tandis que la surface totale des canalicules continue d'augmenter, ce qui suggère fortement que ces petits fragments ont commencé à se rencontrer et à former un réseau. Et donc, j'ai une quantification qui me permet d'avoir une bonne idée de quand est-ce que ça se produit et à quelle vitesse. Et c'est grâce à ce type d'observation que, à l'avenir, quand on va chercher à mettre ces cellules ensemble in vitro pour reconstruire l'organe, on pourra savoir si est-ce que ça suit les mêmes étapes que pendant le développement, est-ce que ça permet de récapituler réellement ce qui se passe dans l'organisme, ou alors est-ce qu'on a un système qui est un peu altéré, et si oui, dans quelle mesure est-ce qu'il l'est. Donc ça, c'est juste pour brièvement récapituler ce que je viens de vous présenter, savoir que chaque hépatocyte va former plusieurs surfaces apicales, que ces surfaces apicales vont croître et se regrouper afin de former un réseau de canalicule biliaire. Avec ça, je vous remercie de votre attention et je remercie bien entendu mes collègues qui m'ont énormément aidé, bien que je ne puisse citer personne là tout de suite. Et si vous avez des questions, je vous en prie, je suis là pour y répondre. Merci beaucoup à toi, hein. C'était vachement cool. Ça a l'air très pointu. Après, bon, moi je suis pas dans le domaine de la bio, donc je m'y connais un peu moins. Grâce à cette coupure de montage, on arrive directement aux questions. Et je vois, Achar, que tu es démuté, donc je t'en prie, pose tes questions. Voilà, détection de voix, vous m'entendez? Ouais. Pour l'instant, j'en ai 2, j'en ai potentiellement plus, mais je vais laisser la place à d'autres éventuellement. On va commencer par la deuxième. Qu'est-ce qui fait que le foie arrive à se régénérer complètement de lui-même, en fait? Alors, en effet, ce que j'avais dit off, c'était que en réalité, le foie est un organe qui a une capacité de régénération exceptionnelle, dans le sens où si on en coupe jusqu'à 70% de sa masse, les 30% qui restent
vont être capables de recroître jusqu'à la masse initiale. Et le pourquoi du comment, c'est bien évidemment une grande question, hein. C'est très étudié, et si on était capable de percer les secrets de la régénération du foie et d'essayer de les appliquer sur d'autres organes, ce serait absolument fantastique, bien sûr. Ce que je peux dire, c'est que ça semble... il n'y a pas une réponse unique, ne serait-ce que quand on regarde la gamme de processus de régénération dont le foie est capable. C'est-à-dire qu'il est capable, il y a de fortes indications qui nous laissent penser que individuellement les cellules sont capables de sentir la taille de l'organe, et que c'est cette taille totale qui va arrêter la recroissance. En particulier, ça se voit parce que il semblerait que ce soit des mécanismes différents qui permettent la recroissance en fonction de l'étendue des dégâts, entre guillemets. À savoir que si on ne retire que 30% de la masse du foie, on n'aura pratiquement pas de division cellulaire, et c'est les cellules qui restent qui vont augmenter de volume. Alors que si on coupe 70%, ce serait totalement aberrant d'imaginer que les cellules puissent grossir autant. Et du coup, elles entrent dans un processus de division cellulaire, et ensuite elles se mettent à croître. Donc la réponse c'est on ne sait pas, c'est une grande question. Il y a beaucoup de gens qui étudient ce problème, mais pour le moment on n'a pas la réponse. Juste pour raccorder à mon sujet, ce qui est décrit pendant la régénération n'a peu ou rien à voir avec ce que je viens de vous montrer. Il semble que ça se fasse par un processus qui est complètement différent de ce qui se passe pendant le développement. Contrairement à ce qui a été pensé dans le temps, la régénération n'est pas un redéveloppement, c'est vraiment un processus à part. Merci pour ta première réponse. Je pense que tu es toujours le seul à avoir des questions. Tu n'as posé qu'une seule question, si je ne m'abuse. Oui. Tu avais l'air d'en avoir deux. Oui, j'aurais encore d'autres, mais il faut le temps que je les formule. Donc, il y a... En fait, est-ce que vous recevez des informations intéressantes pour vos recherches en provenance du milieu de la conquête spatiale? Parce que est-ce que j'ai entendu, le foie se comporte différemment dans l'espace ou en microgravité? Je ne sais pas si ça vous a concerné. Alors, j'ai vu passer des choses, ouais, en effet. C'est certainement pas quelque chose qui regarde mon projet en particulier. C'est plus des questions de physiologie. Je dois bien avouer que de ce que j'ai compris personnellement des recherches, là je peux me tromper parce que on commence vraiment à s'éloigner de mon sujet. Ce qui semble se passer, c'est que en tout cas la pression sanguine a un rôle à jouer dans toute cette capacité de sentir sa taille qu'a le foie. C'est le message essentiel que j'ai retenu. De fait, c'est pas vraiment les aspects qui me concernent personnellement. Non. Ok. Du coup, on va passer à la question suivante. Ouais, je vois que tu es démute Enguerrand. Je m'entends en retour, mais si tu as une question, vas-y, je t'en prie. Je me demandais du coup, vous venez de dire que quand on enlève 30% du foie, on va avoir une augmentation du volume cellulaire, mais quand on enlève 70%, on va avoir une régénération. Mais est-ce qu'on sait pourquoi ce phénomène fonctionne comme ça? Pas du tout. Non, pas du tout. Justement, c'est une des grandes questions. C'est qu'est-ce qui fait que le foie réagit comme ça. Honnêtement, donc il y a des travaux qui s'intéressaient vraiment à ça en particulier dans mon labo. Sans prétendre expliquer l'intégralité du phénomène, on a pu mettre en évidence qu'au moins une partie de l'effet est due à un mécanisme de, entre guillemets, surcharge du réseau biliaire. Savoir que il y a un certain nombre d'acides biliaires qui sont en circulation dans le sang, et donc ils sont récupérés et extraits du sang
par les hépatocytes, ensuite ils vont dans le réseau biliaire, ils vont ensuite rejoindre le tube digestif, puis revenir dans le sang, et ça fait une boucle comme ça. Maintenant, quand on coupe une partie du foie, il semble que le fait que... Donc c'est comme si on retirait une partie de cette boucle au final. Parce que la masse du foie va, de par le fait que c'est aussi le nombre de cellules, la masse du foie va correspondre à cette capacité de retransférer les acides biliaires du sang vers la bile. Et donc, comme le foie perd une partie de sa masse, il va perdre une partie de sa capacité à rebalancer les acides biliaires vers la bile à partir du sang. Du coup, on va avoir une hausse de la quantité d'acide biliaire dans le sang. Et donc, une de mes collègues a suggéré très fortement que cette concentration élevée d'acide biliaire avait un impact sur la régénération du foie. Vous avez le temps pour une question? Je vois qu'Achard, tu t'es redémuté. Vas-y, je t'en prie. J'avais mentionné les organiques qui sont directement liés au développement du foie, du coup. Du foie et aussi d'autres organes. Hein, donc, Organoïde ou organite? Organite, oui. Organite fait partie de cellules souches. Est-ce qu'on a déjà C'est des organoïdes, ça. Les organites, c'est genre la mitochondrie. Ah oui, excusez-moi alors. Donc les organoïdes, est-ce qu'on a déjà essayé d'en mettre, d'en associer ensemble de différents types, cœur, foie, etc., pour essayer de faire un ensemble relativement fonctionnel, pour voir si effectivement ça permettrait pas d'avoir quelque chose où il y a une demande qui crée l'organe en fait. Alors c'est une très bonne question. En effet, c'est un domaine de recherche très intéressant. Il existe des projets de ce style. Ça a été sobrement intitulé des homunculus ou alors des body on a chip, des machins comme ça, où en fait on va utiliser dans ce genre de cadre de la microfluidique. C'est-à-dire qu'on va avoir une espèce de plaque avec différents puits qui permettent de faire pousser, de faire multiplier les cellules, et en particulier de faire permettre de mettre des combinaisons de cellules qui vont plus ou moins récapituler la fonction de l'organe avec un organe par puits. Et ensuite, on va connecter ces puits par un réseau microfluidique, pardon. Et comme ça, on va pouvoir suivre le trajet des métabolites d'un organe à l'autre et essayer de récapituler la physiologie du corps. Pour le moment, il semble que ça ait un impact assez limité sur la structure qu'on obtient, à savoir que, en fait, si on veut que ça marche, il faut qu'on ait déjà des organoïdes qui ont une bonne tête. Il semble que c'est pas vraiment la fonction qui va donner la forme, en tout cas, pas dans ce cadre-là. C'est possible que la fonction impacte la forme dans un contexte beaucoup plus physiologique comme celui du développement, à savoir que la fonction des hépatocytes pendant le développement ait un impact sur la formation de la structure. En particulier, il y a des travaux assez intéressants qui montrent que le réseau de canalicule biliaire sur les cellules en culture se forme beaucoup plus vite en présence d'acide biliaire. Et on sait que les acides biliaires traversent le placenta. Donc c'est possible que le niveau d'acide biliaire dans le corps de la mère qui porte l'enfant impacte la formation du réseau de canalicule biliaire dans le foie. De ce point de vue-là, on peut dire que la fonction impacte l'organe. Par contre, on n'est vraiment pas au point où on puisse récapituler ce genre d'interaction sur les cellules en culture. Ok, merci beaucoup. Ok, du coup, Flax, t'avais une question, vas-y, je t'en prie. Oui, alors
Je sais pas si c'est quelque chose que j'ai mal saisi, si c'est le cas, je m'en excuse, mais tu nous as dit à un moment qu'il était, indispensable d'avoir des cellules de vaisseaux sanguins pour, avoir l'apparition de cellules, du foie, en gros. Exactement. Mais du coup, est-ce que ce sont les cellules sanguines qui à un st enfin, des cellules qui, à un stade de leur développement, sont identifiées comme des cellules pour les vaisseaux sanguins qui, plus tard, deviennent des cellules du foie? Ou est-ce que c'est leur présence qui induit que d'autres cellules de foie vont se former à côté? Alors, c'est vraiment un très joli papier, celui-là. En fait, ce qu'ils ont montré, c'est que au début, donc, on a le tube, le primordium du tube digestif. Donc, vraiment, c'est déjà un tube, en fait. Et il y a certaines cellules qui ne sont pas encore des cellules de vaisseau sanguin, mais qui ont déjà commencé à en acquérir l'identité. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas organisées en vaisseau sanguin, mais elles ont déjà une partie des gènes qui sera exprimée dans les vaisseaux sanguins plus tard. Donc on est capable de dire cette cellule-là va devenir un vaisseau sanguin. Donc ces futurs vaisseaux sanguins passent à proximité du tube digestif, à l'endroit où le foie doit se former. Et en fait, elles vont entraîner avec elles les cellules pour former le foie. Elles vont littéralement aller au contact des cellules du tube digestif. Les cellules du tube digestif, en réponse à ce contact et à l'échange de signaux qui a lieu à ce moment-là, vont cesser de rester des cellules de tube digestif et commencer à devenir des cellules de foie. Et par conséquent, elles vont quitter le tube digestif et aller former un nouvel organe, donc le foie. Ok, merci. Je vois que Enguerrand est encore des mutes. Tu as une autre question? Ça serait du coup pour savoir, je comprends bien que le but de votre recherche, au moins partiellement, c'est de pouvoir de comprendre le foie, pouvoir potentiellement recréer derrière artificiellement. Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer que ce soit possible de recréer un foie complètement artificiel, sans connaître le fonctionnement d'une autre, juste en essayant d'en faire un qui fonctionne plus ou moins, quoi? Alors, Je sais pas si ma question est très claire. ouais, si, c'est très clair. En gros, à partir de quel moment est-ce qu'on en sait assez et qu'on peut juste se lancer? C'est une excellente question, hein. Clairement, ça travaille beaucoup de chercheurs et il y a déjà des travaux, hein, pour essayer de produire ces organes de synthèse. Le problème, c'est que là où on en est, en tout cas pour le foie, on n'est pas capable d'avoir la même chose que ce qui est présent chez l'adulte. On est capable d'avoir des petits morceaux de canalicule biliaire, on est capable d'avoir des cellules qui ont l'identité de cellules de foie, a priori, qui s'organisent entre elles de manière plus ou moins délignée. Mais pour le moment, elles ont tendance elles ne tiennent pas. C'est-à-dire que au bout de très peu de temps, a priori, il me semble que je suis plus tout à fait sûr, mais il me semble que dans la plupart des cas, c'est quelque chose comme moins d'une semaine. Ces cellules vont perdre leur identité et on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas qu'est-ce qui est nécessaire au maintien de l'identité de cellules du foie. On pense que c'est une combinaison de multiples facteurs et une approche pour essayer de pallier à ces lacunes, c'est de mieux comprendre qu'est-ce qui est présent dès le début, qu'est-ce qui va accompagner la formation du réseau de canalicules. Là, je vous ai donné j'ai vraiment focalisé mon attention sur les points les plus essentiels, mais j'ai regardé beaucoup de choses qui étaient présentes dans l'environnement de ces cellules et j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'identifier quelles sont les traces dans l'environnement qui corrèlent avec la formation de ces canalicules et qu'est-ce qui pourrait, entre guillemets, inciter les hépatocytes à former un canalicule à cet endroit précis, toujours dans cette optique de pouvoir fournir des réponses à des personnes qui plus tard voudront être capables de contrôler ce canalicule dans un système qui va reproduire la fonction de l'organe. Donc, en réalité, je pense que le problème réel, c'est que pour le moment, on n'est pas capable d'avoir cette
qualité ne serait-ce qu'approcher le suffisant pour produire un organe fonctionnel. Et dans un deuxième temps, il y a aussi le problème du cancer. C'est-à-dire que quand on dédifférencie des cellules et qu'on les pousse dans une direction, qu'on leur donne une identité pour essayer de créer un organe, à cette étape intermédiaire où on leur a enlevé leur identité avant de les repousser vers un chemin de différenciation, donc de les repousser dans une direction vers un organe précis. Cette étape intermédiaire, elle est très proche de ce qui se produit au moment où une cellule devient cancéreuse. Donc, il y a aussi en tout cas, c'est de la manière dont je le vois. Je dois avouer que je n'ai pas de référence en tête qui puisse réellement supporter cette opinion. Mais de la manière dont je le perçois, aussi être capable de montrer qu'on suit bien les bonnes étapes dans la formation de l'organe, c'est une espèce de sécurité qui va nous assurer que ces cellules ne vont pas devenir cancéreuses par la suite. Encore une fois, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, là c'est vraiment mon opinion. Mais je pense que c'est aussi une sécurité supplémentaire sur ce plan-là. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi. Alors, il y avait Flax qui m'a dit qu'il avait une autre question. Oui, alors du coup, ça découle un petit peu d'une réponse que tu as donnée à une question précédente, parce que tu parlais du fait que le foie pouvait, justement, si on en enlevait par exemple que 30%, se dilater en quelque sorte pour occuper le volume. Justement, est-ce que sa capacité à assurer sa fonction, elle est dépendante de sa structure, en gros de sa géométrie et de l'assemblement des cellules entre elles dans sa structure? Vous essayez de reproduire justement en analysant la polarité des cellules, etc. Quand vous cherchez justement à comprendre comment il a été conçu et comment vous pourriez créer des organes in vivo ou par d'autres moyens, quoi. Alors, In vitro, pardon. Ouais, tu commences à poser les questions qu'il faut parce que j'ai un postdoc dans le labo qui bosse sur justement la manière dont la géométrie de l'organe progresse pendant la régénération. C'est pas si clair que ça. En fait, il a d'abord cherché à compter le nombre de cellules le long de cet axe, puis il semble qu'il reste plus ou moins inchangé. Donc on pense que ce qui se passe, c'est plus que l'organe va regrandir le long de... Si tu prends le schéma que j'avais montré avec les deux veines bien parallèles pour avoir une structure simple, je ne sais pas si vous avez encore les slides pour vous l'illustrer, mais en gros, le schéma que j'avais montré, il y avait les deux veines parallèles, et ça c'était l'axe fonctionnel. Ce schéma, il est assez clair sur le plan XY si on veut, mais par contre en Z, on ne sait pas du tout à quoi ressemble cette unité fonctionnelle. Et l'hypothèse qu'on a en ce moment, c'est que la croissance se produirait justement le long de cet axe Z, mais c'est très dur de l'évaluer parce que a priori, là on parle de structures qui font pratiquement la taille de l'organe, et c'est un challenge monumental d'acquérir ces données-là. Autant sur le plan de l'imagerie, genre il y a un mec dans le bâtiment d'à côté qui est littéralement en train de développer un microscope pour pouvoir poser ce genre de questions. Et même si on arrive à acquérir des images, parce qu'on a commencé ce collègue a commencé à prendre des images, même quand on arrive à avoir des images, on parle de trucs qui font plusieurs téras de données, et je sais pas s'il y en a parmi vous qui sont familiers avec la segmentation, mais je veux dire, déjà juste le type d'analyse que j'ai fait, c'est avec un ordi relativement puissant, tu le laisses tourner sur le week-end pour pouvoir analyser ton réseau de canalicules. Faire ça à l'échelle de l'organe, c'est même pas concevable à l'échelle d'un ordinateur, donc faut aller bouger sur un cluster. Donc
C'est-à-dire que le soft qu'on utilise pour la reconstruction n'est pas fait pour ça. Donc, enfin, ça pose tout un tas de problématiques techniques. C'est des questions qu'on essaie d'adresser, mais c'est si dur que pour le moment, j'ai pas de réponse à t'apporter. Mais c'est clairement étudié. Ouais. D'accord, merci beaucoup. Merci. J'ai vu, Apo, que tu avais depuis quelque temps une question en tête. Ouais, pour un point de détail sur la réponse à la précédente question. Donc, sur le sujet du cancer et des cellules cancéreuses, tu disais, si j'ai bien tout suivi, que pour former des organoïdes, on repousse des cellules vers le stade cellule souche, puis on les force à se différencier différemment, et que donc c'est très proche de la différenciation en cellules cancéreuses. Donc, est-ce que c'est déjà arrivé qu'un organoïde développe un cancer comme ça, ou est-ce que c'est plutôt un souci d'ordre application pratique dans le futur? Je ne suis pas spécialiste des organoïdes, mais clairement, si tu ne fais pas correctement, non, mais c'est même pire que ça. Il y a des étapes de la formation de l'organoïde qui consistent à faire proliférer les cellules de manière complètement incroyable. Et à mon sens, enfin, c'est clairement quelque chose un type de processus que tu peux observer pendant le développement d'un cancer. Est-ce qu'il y a eu des cas, alors en termes cliniques, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de tentative d'implantation d'organoïdes. Là, je suis en train de chercher un papier où quelqu'un aurait essayé de ce type d'approche en souris, et là, j'ai rien qui me vient en tête avec des formations de tumeurs, mais c'est plus sur le processus de retirer son identité à une cellule, la dédifférencier, et ensuite la forcer à se multiplier. Sur le plan conceptuel, c'est assez proche de ce qui se passe pendant le cancer, c'est ce que je disais. Et est-ce que ça a été prouvé que ça peut causer un cancer? Je ne sais pas. Je suis désolé, j'ai pas la réponse. D'accord, ok. Achar, vas-y, t'as encore une question, je vois. D'une part, compléter ce qui a été dit. Alors, l'utilisation des 4 molécules pour faire passer d'une cellule normale à une cellule souche induite, ça a pu être créé justement par l'étude de certains cancers. Donc, c'est une forme de cancer bien particulière qu'on provoque, en fait. Faut le savoir. Par contre, là où j'ai pas eu d'infos, c'est comment est-ce qu'on arrive à les redifférencier. Et ça, peut-être que tu pourrais nous aiguiller un petit peu. Pour l'étape intermédiaire dont tu parlais justement, à une précédente question. Ça va dépendre de quel type de tissu tu vas vouloir faire. Ici, mettons le foie, puisque c'est ta spécialité. Il y a des protocoles à suivre. Qui peuvent se trouver. Et si tu veux, je peux t'en envoyer un ou deux si ça t'intéresse beaucoup. Mais globalement, en fait, ce qu'on va chercher à faire, c'est quand tu veux garder des cellules en culture, tu vas essayer de reproduire au mieux l'environnement dans lequel elles se trouvent dans l'organe. Une partie des choses qui est utilisée pour pouvoir différencier des cellules vers un état plus stable comme celui de l'organe, c'est de les faire rencontrer le type de signaux chimiques que ces cellules vont rencontrer pendant le développement. C'est-à-dire que là, par exemple, une des étapes que vont subir les cellules du foie pour les cellules d'abord du tube digestif primordial pour devenir des cellules du foie, il va y avoir des signaux envoyés par le primordium du cœur, il va y avoir des signaux envoyés par ces cellules qui sont des vaisseaux sanguins en devenir, et toutes ces cellules-là, elles vont envoyer des signaux chimiques. Et donc c'est des signaux chimiques qui ont été en partie isolés, et c'est ce qu'on appelle des facteurs de croissance, et d'autres molécules qui régulent l'expression des gènes. En fait, on va guider la cellule et lui faire exprimer des choses de plus en plus proches
de ce qu'elle doit exprimer en tant que cellule du foie. Et donc on fait ça en utilisant des molécules chimiques qui modifient l'expression de ces gènes, un peu comme le cocktail dont tu parles pour la dédifférenciation. Ok, merci pour ta réponse. Du coup, Enguerrand, tu me disais que tu avais encore une question. Bah écoute, hein, c'est à ton tour. Je me doute que la régénération du foie, quand on a une suppression de par exemple 70% du foie, je me doute qu'elle doit pas être totale, mais elle est de combien de pourcents? Alors, on observe des cas où ça récupère la taille d'origine. C'est vraiment, c'est pratiquement une régénération complète. C'est quand même à noter que quand on regarde dans la réalité des faits, dans la clinique en tant que telle, dans certains cas, il y a des gens qui ne sont simplement qui ont perdu cette faculté de régénération. Chez ces personnes, le foie ne va simplement plus se régénérer, ne pas se régénérer du tout. Mais en théorie, en termes de capacité pure, sur le plan théorique, ça peut regagner sa taille d'origine. Justement, c'est ce qui fait du foie c'est ce qui est exceptionnel chez le foie. Alors, Flavien, vas-y. Ouais. Oui, déjà merci pour ta présentation. Moi, ça fait depuis la 3e que j'ai pas fait de biologie, donc ça ramène des vieux souvenirs. En fait, là, c'était plutôt pour compléter la question précédente, c'est d'une manière évolutive, pourquoi est-ce que le foie a gardé cette capacité à se régénérer alors que d'autres organes qu'on pourrait s'imaginer pouvoir se reconstituer? Là, comme ça, je pense à l'intestin ou peut-être aux poumons, enfin des organes que, enfin moi, dans mon esprit, se ressemblent intérieurement, enfin leur organisation est plutôt similaire. Pourquoi eux se régénèrent pas alors que le foie, lui, il a gardé cette capacité de se régénérer? C'est une question intéressante. J'ai envie de te dire que là, encore une fois, là, ça va être ce que je te dis là maintenant. La réponse à cette question, c'est de l'opinion personnelle. Elle vaut ce qu'elle vaut, pas démontrée ni rien. Par contre, on peut quand même raisonner sur le fait que je dis que le foie se régénère suite à une ablation. Et c'est vrai que ce n'est pas le cas pour les autres tissus que tu as cités, à savoir le tube digestif et les poumons. Par contre, le tube digestif et les poumons, ils ont une capacité de renouvellement. C'est-à-dire que les cellules qui sont présentes à la naissance, elles ne vont pas durer jusqu'à la mort. Clairement, il y a un renouvellement constant des cellules qui composent l'organe. C'est-à-dire que elles vont se déplacer et petit à petit elles vont être retirées et être évacuées. Et de nouvelles vont être produites pour remplacer les anciennes. Ce qui est différent réellement avec le foie, c'est que s'il y a un dégât important, il va être capable de le réparer. Et on peut penser que c'est une capacité qui est présente sur le foie et pas sur les autres, parce que les autres tissus que tu as cités ne vont a priori, il n'y a pas de vraie raison pour que le tube digestif ou les poumons subissent de dégâts importants, alors qu'il y a des raisons pour que le foie les subisse. Si tu ingères quelque chose d'extrêmement toxique pour tes cellules, et que ce quelque chose en question est capable de traverser la barrière intestinale, que tu vas l'absorber, ça va atterrir dans le foie. Et c'est le foie qui va commencer à le prendre en charge et à vraiment l'embarquer à l'intérieur de ses cellules pour le détoxifier. Et c'est le foie qui va encaisser le coup, si tu veux. Et donc, je pense que c'est pour cette raison-là qu'il a cette capacité de régénération. Bien, merci. C'est vrai que oui, le fait que c'est un peu un organe un peu pare-feu à l'entrée de tout ce qui rentre dans l'organisme, ça pourrait expliquer justement le fait que les cellules soient capables de se régénérer. C'est quelque chose que j'avais complètement oublié. Merci. Pour continuer sur la dernière question, en fait, qu'est-ce qu'il advient des cellules mortes du foie, du coup? Comment ça évacue les déchets qui sont maintenant dans les cellules mortes du foie, en fait? C'est des macrophages résidents qui viennent faire le travail. Pardon, je commence à balancer des gros mots. C'est des cellules épithélitaires qui sont capables de
sentir ce qu'il n'y a rien à faire dans leur environnement, qui vont aller récupérer les débris laissés par une cellule qui vient de mourir et qui vont les manger et les digérer. Donc c'est une autre cellule qui va venir passer l'aspirateur sur. Oui, mais je veux dire, par exemple, si c'est des métaux lourds, en fait, c'est le problème initial, en fait. Comment ce poison peut être géré si ça tue des cellules du foie, à ce moment-là, c'est évacué, mais si c'est pris en charge par le système immunitaire, c'est le système immunitaire qui va en mourir. C'est ce qui fait un effet domino en cascade, en fait. Je comprends ce que tu veux dire. S'il y a quelque chose de vraiment trop toxique, en fait, ça va terminer la plupart donc, il faut comprendre que c'est très petit, ce dont tu parles. Les métaux lourds, ça s'appelle métaux lourds, mais c'est extrêmement petit à l'échelle d'une cellule. Et donc ça va rejoindre la bile et être rejeté dans l'intestin et évacué par les selles. Par contre, ce qui va rester dans l'organe et qui ne pourra pas, qui ne va simplement pas passer dans un canal aussi petit que le canalicule, c'est les débris cellulaires. Donc c'est ça qui va rester sur place. Mais par contre, les éléments toxiques vont être excrétés par les... En fait, tu vas avoir, mettons, un hépatocyte qui va avoir une dose létale. Ça va repartir dans son environnement. Les cellules autour vont l'absorber à leur tour. Et ainsi de suite jusqu'à ce que les cellules autour, jusqu'à ce que ce soit suffisamment diffusé dans l'organe pour que la dose soit non létale. Dans ce cas-là, les cellules vont être capables de le prendre en charge et de le rebalancer dans la bile. Et ensuite, on va venir faire le ménage et nettoyer ce qui reste. Et puis, tu auras une phase de régénération où l'organe va venir colmater les trous. Ok, merci beaucoup. Marion Berry, je te vois que tu es démuté. Ouais, j'ai une petite question, salut. Je me demandais si on avait des pistes pour expliquer pourquoi les enfants sont sont moins sensibles à certaines doses toxiques dans les ingestions de médicaments. Qu'on sait comment ça marche, ça. Il y a des choses qui dégénèrent un peu à l'âge adulte. Je sais pas si c'est très clair. Oui, non, si, c'est clair. C'est vrai que c'est extrêmement difficile de prédire les doses appliquées à un enfant parce qu'ils ont tout un métabolisme particulier. Par contre, je suis vraiment pas expert dans le domaine et je suis pas sûr de pouvoir vraiment répondre. À mon avis, il y a des pistes de réponse parce que c'est un sujet très étudié. Peut-être que c'est le foie qui est plus efficace et qui perd en efficacité avec l'âge. C'est tout à fait possible, mais je sais pas, je sais vraiment pas. Ok. Et est-ce que, moi je me demandais aussi dans le fonctionnement de la cirrhose. C'est une autre question. Et il y a toujours cette capacité à se régénérer. Elle est maintenue? Elle est impactée, c'est-à-dire que donc la cirrhose c'est un dégât qui va se retrouver, qui va s'observer dans le foie. Encore une fois, ce type de, c'est-à-dire que je suis pas sûr que un foie atteint de cirrhose soit entièrement incapable de se régénérer. Par contre, il va y avoir un impact sur la capacité de régénération. C'est-à-dire que les cellules les plus impactées ne vont plus être capables de se diviser, ça c'est clair. Et s'il reste une partie suffisante de tissu qui n'est pas atteinte, elle va être capable de commencer à grandir et repeupler le tissu. C'est pour ça que il me semble que dans certains cas de dégâts au foie, s'ils sont suffisamment localisés, on peut procéder à de la chirurgie où on va retirer la partie endommagée et laisser la partie qui est encore plus ou moins vaillante regrandir. Ça fait partie des procédures médicales. Dans le cadre précis de la cirrhose, je ne sais pas si ces dégâts sont distribués parfaitement de manière homogène dans le tissu. Donc c'est dur de répondre à ta question, mais clairement une cellule du foie qui est endommagée n'est plus capable de se régénérer. Donc ça va vraiment dépendre de si le foie est affecté de manière homogène partout dans l'organe, ou alors si c'est juste une région qui est endommagée. Ok, merci.
Et ce sont ces questions qui vont clore ce MTES. Du coup, merci encore une fois, hein, Polo, pour ta présentation. Et la réponse à des questions qui sont plutôt claires, hein, à vrai dire. Du coup, pour YouTube, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce bleu, la cloche, tout ça, hein, et bonne soirée à vous tous.